Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, du 20 août au 8 octobre 2022, il s'est tenu à N'Djamena le dialogue national inclusif et souverain. C'est une rencontre au cours de laquelle bon nombre de thématiques liées au développement socio-économique du pays ont été amplement débattues par les participants, parmi lesquels figure en bonne place l'économie. Un an après la tenue de cette rencontre, que peut-on retenir de la mise en œuvre de ces résolutions et recommandations issues du DENIS dans les secteurs de l'économie, des finances publiques et du climat des affaires? Ainsi, pour débattre de ces différents points, nous recevons comme invité sur ce plateau Korom Assil Dagash, président national du mouvement citoyen Notre Tchad et membre du comité d'appui en charge de la mise en œuvre des résolutions du DENIS. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Notre second invité, Senoussi Mahamat Ali, directeur général de l'École nationale de formation judiciaire et président du sous-comité chargé de la gouvernance et de l'état de droit. Bonjour. Bonjour. Oui, vous avez eu à participer au dialogue national inclusif et souverain. Une rencontre qui s'est tenue, comme je le disais, en rappel ici, que c'était du 20 au 8 octobre 2022 ici à N'Djamena. Pour mémoire, chers invités, lors de cette rencontre, les participants se sont donc répartis en plusieurs sous-commissions. Alors, que peut-on donc retenir de constats faits, par exemple, dans la sous-commission économie, finances et climat des affaires? Question de nous permettre de planter le décor, M. Senoussi. D'accord. Il faut rappeler qu'après la fin du dialogue, nous avons, parmi les thématiques fondamentales, il y avait le retour à l'ordre constitutionnel qui avait dominé un peu le cadre de mise en œuvre du dialogue. Et donc, il était question que le Tchad se remette sur le droit chemin et donc traverser la partie de transition pour restaurer les institutions normales et le cadre légal pour que le Tchad fonctionne de manière normale. Ça a occupé quand même l'opinion nationale et même la classe politique, et même y compris le gouvernement, comme les priorités des priorités. Toutefois, dans cette démarche, je crois, il y a la question économique qui n'est pas de moindre. Oui, oui. Elle est fondamentale parce qu'elle permet de répondre aux besoins basiques de notre citoyen dans le cadre des satisfactions. Oui. Quels sont les constats qui ont été faits? Le constat fait. Tout d'abord, il faut rappeler aussi pour les téléspectateurs que le gouvernement déjà a mis en place l'ensemble des mécanismes de mise en œuvre de résolution du dialogue. C'est-à-dire qu'il y a un comité technique d'appui composé des experts qui vont concevoir la mise en œuvre des différentes recommandations et résolutions qui a été mis en place, composé de 4 sous-commissions, une commission en charge de la défense, de l'armée, etc., et de la réconciliation nationale, un deuxième sous-comité qui est en charge de politique qui s'occupe, je crois, la deuxième sous-comité s'occupe de... il y a une sous-comité qui s'occupe un peu des questions politiques de relance de l'économie. Il y a un sous-comité qui s'occupe de la gouvernance et de l'état de droit, etc. Donc il y avait ça 4. Et ensuite, il y avait le haut comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre. Et ensuite, le cadre indépendant de suivi et évaluation qui est présidé par le secrétaire général de la présidence de la République. Et donc, l'ensemble de ces mécanismes ont permis déjà aux experts de concevoir l'ensemble des mesures nécessaires pouvant permettre de mettre en œuvre un peu ces recommandations. La question économique est d'actualité parce que quand la politique a commencé par dominer le champ des débats, il y a la question économique qui est aussi fondamentale, aussi importante que les questions politiques. Mais je crois, avec mon jeune frère, M. Dagash, qui est déjà dans le sous-comité relance économique, on va essayer d'identifier d'abord quelles sont les principales résolutions en la matière avant d'atterrir sur le moyen de leur mise en œuvre. Et je crois qu'on va éclairer l'opinion publique dans cette démarche. Je le disais tantôt, question de nous permettre de planter le décor. Il faudrait qu'on essaie d'abord de faire un état des lieux sur le constat fait dans le secteur de l'économie, des finances publiques et du climat des affaires. Voilà. Le constat fait, par exemple, ici dans le secteur de l'économie. Dans le secteur de l'économie, au niveau du dialogue, tout le monde a relevé, l'ensemble des participants ont relevé que l'économie nationale a beaucoup de difficultés. D'abord, les ressources ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État d'exécuter l'ensemble des programmes de développement, d'où la nécessité de réactualiser donc le programme économique national. C'est un chantier important qui est en cours au sein du ministère de l'économie. Et il y a également le problème de l'emploi
quand on voit que les jeunes diplômés sont de plus en plus nombreux, il n'y a pas de l'emploi, donc l'économie ne peut fonctionner qu'en assurant le travail à l'ensemble de nos jeunes employés. Il y a également le problème de l'industrialisation du Tchad. Le Tchad est quasiment vierge. Donc il faut non seulement assurer une industrialisation, mais assurer en même temps une diversification de l'économie. Parce que ça va de pair pour que le Tchad ne s'appuie pas seulement sur le pétrole, mais plutôt sur les autres. D'où la nécessité également d'invoquer la question relative un peu aux activités minières. Nous avons beaucoup de potentialités, mais rien n'a été fait. C'est ce que les participants au dialogue ont dit. Donc il faut exploiter l'or, le diamant, l'uranium, etc. L'ensemble des potentialités disponibles pour que le Tchad en profite et donc assurer une politique de péréquation qui permet à l'ensemble des territoires nationaux. Quand vous voyez, tout le monde se plaint que l'ensemble des investissements se font simplement à N'Djamena. Alors que quand on parle de l'électricité, ce n'est pas simplement N'Djamena qui représente le peuple tchadien, mais il faut électrifier l'ensemble du pays. D'où donc la nécessité de porter également un chantier beaucoup plus ambitieux sur les infrastructures de base de notre économie. Et tout ça fait partie de l'économie, alors des activités directes et des activités induites qui concourent un peu à la relance de la croissance économique pour le bien-être de notre population. Ça, c'est le diagnostic posé dans le cadre du secteur économique, n'est-ce pas? Tout à fait. Et Dagache, est-ce que vous pouvez un peu nous parler aussi du diagnostic, du constat fait, par exemple, dans le des finances publiques? Merci beaucoup, M. Doba, et surtout les téléspectateurs. En ce qui concerne les finances publiques, il y a lieu d'abord de relever au passage que le gouvernement d'union nationale avait déjà inscrit au centre de ses priorités la mise en œuvre et toutes les recommandations. Et ces mises en œuvre, nous en assurons également le suivi. Et au titre des finances publiques, il y a lieu de relever au passage que d'abord les lois des finances des exercices 2023 et récemment il y a également la loi 07, la circulaire 07 relatif à 01 relatif à l'exécution du budget du 7 juillet 2023 a également fixé le cap des grandes orientations, notamment en ce qui concerne les finances publiques. Et qui dit finances publiques fait également allusion à un certain nombre de mesures de politiques économiques et même budgétaires. Et quand on essaie de voir la tendance des finances publiques au plan budgétaire, nous avons affaire à une politique fiscale contracyclique qui vise généralement à diminuer les taux d'impôt en période de récession pour faire en sorte que le contraire puisse se produire de manière à ce que notre économie, quoique foudroyée par les effets boomerang un peu de cette triptyque de crises, les crises sanitaires, économiques et même financières, notre économie a développé une certaine résilience. Et les mesures contenues dans la circulaire du 7 juillet relative à la préparation du budget pour l'exercice 2024 augurent quand même un lendemain meilleur en ce qui concerne. D'abord, pour ce qui est des finances publiques... Oui, vous parlez d'abord de constats faits lors de ce dialogue-là. Tout à fait. Oui, oui. En ce qui concerne le constat, je joindrai ma parole. Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur des finances publiques? Donc, pour ce qui est des constats, je crois que pour le moment, les finances publiques se portent à merveille. Se portent à merveille, c'est d'autant plus que toutes les préoccupations qui ont été exprimées lors du dialogue national inclusif et souverain sont en train d'être exécutées à travers la feuille de route. Quelles sont les préoccupations qui ont été soulevées lors de ces dialogues? Ces préoccupations rejoignent beaucoup plus les problèmes d'ordre économique et d'abord la diversification de l'économie, la question de l'emploi, la mobilisation des ressources. Il y a également le climat des affaires. Mais toutes ces préoccupations, il y a également un certain nombre de mesures législatives qui ont été prises, notamment en ce qui concerne la question de l'employabilité. Et là, la loi des finances de l'exercice 2023 et même 2022 ont déjà accordé un certain nombre de facilités fiscales, surtout pour les entreprises qui emploient des jeunes âgés de moins de 35 ans ou encore ceux vivant avec un handicap. Et un coup de pouce a également donné à la politique de l'entrepreneuriat qui a déjà mis en musique le recrutement de 50 000
emploi décent. Et au-delà de ça, je crois que la loi des finances accompagne également l'ANVOL, l'Agence nationale de volontariat, qui, de nos jours, chiffre à l'appui, a déjà réussi à recruter 1200 jeunes. Et tout ça, c'est des mesures de facilité des politiques économiques et budgétaires consacrées dans le cadre des finances, de la loi des finances. C'est dire que les préoccupations exprimées par les participants au dialogue national inclusif sont en train d'être traduites dans les faits dans le cadre de la loi des finances et surtout au titre des finances publiques. Et les finances publiques sont un domaine transversal, c'est d'autant plus qu'elles épousent un peu le contour de l'économie. Merci. Docteur Senoussi, qu'est-ce que vous avez eu à faire comme constat lors de ce dialogue national inclusif et souverain, surtout dans le secteur de l'amélioration du climat des affaires au Tchad? Comment s'est porté le climat des affaires? J'allais peut-être dire un mot sur ce que M. Dagache a dit tout à l'heure avant de compléter sur le climat des affaires. En fait, au niveau du dialogue, il y a 2-3 observations fondamentales en matière de finances publiques qui ont été relevées. D'abord il a été dit que les ressources, les potentialités en termes de ressources, de mobilisation des ressources sont énormes. Mais on n'arrive pas à atteindre ce seuil. Alors il était question quand même de réformer les impôts, la douane, pour que ces ressources soient mobilisées de manière optimale. Deuxième question qui a été soulevée était également le problème de paiement de la dette intérieure. Les gens ont beaucoup, les hommes d'affaires, vous savez, ils sont très nombreux aussi au dialogue, ils ont relevé ces questions. Et d'autre part, ils ont relevé également le problème des finances économiques, au travers aussi bien les finances publiques, mais aussi par le secteur bancaire, qui n'a pas été suffisamment dynamique à la lumière du fait que les politiques de taux d'intérêt font que les financements à long terme ne sont pas possibles. Quand vous voyez 10, 12, 13, 14, 15%, vous ne pouvez pas exécuter un projet quand même qui est remboursable en 7-8 ans, dans le moyen et long terme. C'est pour ça qu'on a des blocages un peu dans le financement des activités de petites et moyennes entreprises. Pour parler du climat des affaires, ça c'est une question de fond. Le climat des affaires, on a souvent répété pour dire qu'au Tchad, le cadre ne favorise pas l'implantation des entreprises étrangères. Bien évidemment que cette question a été relevée et que les réponses sont en train d'être données au fil des jours. D'abord. Tout à fait. Les réponses sont en train d'être données. D'abord au niveau des cadres légaux, c'est-à-dire l'ensemble des réformes qui ont été faites, notamment au niveau fiscal. Il y a, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des dispositifs attractifs, donc qui encouragent les investissements. Mais aussi, il y a l'environnement physique. On l'appelle ça souvent, ce sont les infrastructures de base. Vous savez que quand, dans un pays, il manque de l'énergie, vous ne pouvez jamais booster l'investissement. Chaque entreprise qui vient a besoin de la disponibilité d'un certain nombre d'infrastructures de base avant de commencer son activité. Or, ce sont des infrastructures qui nous manquent un peu, et également les routes. Les routes, aujourd'hui, vous voyez, les routes sont bien faites, et quelques années plus tard, il y a des problèmes d'entretien des routes. Ça pose, par exemple, N'Djamena Guelendeng, les gens ne font que relever ces exemples. Il y a des problèmes de cette nature. Alors, je crois que pendant la période de transition, donc, au niveau du climat des affaires, les efforts sont faits, d'une part, au niveau fiscal, ou même au niveau de mobilisation des ressources, en termes de réformes sur des impôts, et je crois que M. Dagache est mieux placé pour nous rappeler ces réformes. Il y a des réformes fiscales importantes pour mobiliser de manière optimale les recettes. Et au niveau de la douane également, les réformes sont en cours. Il y avait avec un partenariat, je crois, qui est mis en place. Ça permet donc de créer de la traçabilité, de la transparence dans les procédures douanières. Donc ça va booster également cela. Mais au niveau bancaire, le problème reste toujours d'actualité. Les initiatives pour les 50 000 emplois ne sont pas menées par le secteur bancaire, mais directement par l'État. Or, les financements opérés concernent les petites activités. Or, à terme, il faut que ces acteurs qui bénéficient, ces jeunes qui bénéficient donc de financement, puissent grandir. Quand ils vont grandir, les petits montants de 3 millions ne suffisent pas. Donc, il faut que les banques soient à même de prendre le relais pour financer à court ou moyen terme des projets bancables, d'où la nécessité de rassurer le secteur bancaire sur la capacité de ces messieurs à rembourser et aussi pour limiter le risque donc, de non-remboursement de ces projets. Donc c'est un chantier qui est vaste mais qui mérite quand même d'être relevé. Ah oui, docteur Dagache, est-ce que vous pouvez un peu aussi nous parler de la sécurité dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires? Qu'en est-il concrètement? D'accord, merci beaucoup. À ce propos, je crois qu'il y a le sous-comité
cadre du comité technique d'appui en charge également des questions économiques, qui avait également fait des recommandations dans ce sens, parce qu'il est essentiellement question d'opérationnaliser d'abord le Conseil présidentiel pour l'amélioration du climat des affaires. C'est une structure qui est existante actuellement, elle est logée au sein de la primature. Il est question d'abord d'opérationnaliser cette structure et son observatoire. Et au-delà de cet aspect, j'avoue que les principales recommandations visent à soigner également le label Tchad. Faire en sorte que notre environnement puisse être propice à l'éclosion du monde des affaires dans un contexte économique particulièrement difficile. Et je crois que les avantages recélés en la matière ont été déjà relevés par le grand frère et je ne voudrais pas encore m'attarder là-dessus. Et la sécurité. Et pour ce qui est également, il faudrait également la sécurité juridique et judiciaire. Et également la question également de l'énergie. Fort heureusement, dans le cadre de la loi des finances, des mesures idoines avaient été prises pour faire en sorte que les ressources, les énergies renouvelables soient entièrement exonérées. C'est-à-dire il faudrait également qu'il y ait également des ressources compensatoires. Aujourd'hui, le solaire, en principe, devrait être à la portée de la bourse du Tchadien moyen. Je crois que les mesures ont été prises dans ce sens, mais en principe, d'autres départements sectoriels, parce que nous travaillons avec tous les points focaux. Je ne voudrais pas quand même doiter un département ministériel, mais il faudrait qu'il y ait quand même une structure en charge du contrôle des prix, de façon à ce que les mesures de facilités qui ont été prises en amont puissent également être respectées et traduites dans les faits en aval. Donc voilà, ces problèmes quand même se posent avec acuité. Et au-delà de ça, il se pose également un problème d'accès au crédit. C'est un aspect également qui a été relevé. Et toujours est-il que nous devrions également mettre un accent particulier sur la formation également dans le domaine de l'entrepreneuriat, que les jeunes puissent être à même de monter également des projets bancables. C'est également un problème qui se pose avec acuité. Et dans mon intervention de tout à l'heure, j'avais également oublié de relever également les 5000 jeunes qui ont été recrutés à la fonction publique, surtout en 2022. Donc c'est également une avancée notable et significative. Maintenant, il faudrait qu'il y ait également, ces mesures puissent servir également à ce que les entreprises puissent s'implanter dans le pays. Et quand les entreprises viennent déjà s'implanter dans un pays, le chômage est résorbé, elles créent également de la valeur ajoutée, de la richesse, et faire en sorte que notre économie puisse non seulement tendre vers le plein emploi, mais gambader également sur le sentier de la croissance. Oui, d'accord, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous attirez ici les entreprises à venir investir au Tchad. Tout à fait. Mais parlant de la sécurité, est-ce qu'aujourd'hui au Tchad, la situation sécuritaire est-elle garantie pour permettre à ces entreprises d'intervenir en toute quiétude? Il y a un problème, votre question a double face. D'abord, en termes de sécurité physique, c'est que le pays est en sécurité actuellement, nonobstant les petits points peut-être relevés officiellement, je crois, c'est loin des zones d'investissement. Normalement, ça devait tenir. Mais en termes d'investissement, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Souvent, la décision d'investir ne dépend pas simplement de l'environnement qu'un pays pourrait créer. C'est aussi comparativement par rapport aux autres pays qui ont le même cadre légal ou les mêmes conditions. Donc, une entreprise qui veut investir fait la comparaison entre les différents espaces économiques. Si j'investis ici, si j'investis là, donc comparer... L'assurance que vous pouvez nous donner. Il faut que le Tchad puisse avoir une dotation beaucoup plus importante que les autres pays. Par exemple, en Afrique centrale, il faut qu'on soit capable en termes légaux, en termes d'incitation fiscale, en termes d'infrastructure, en termes de la main-d'œuvre qualifiée à mettre en place, en termes de la disponibilité des outils et institutions en charge de favoriser le climat des affaires, que tout cela soit à même de répondre aux besoins
de l'économie et surtout des investisseurs étrangers. C'est là où il faut vraiment s'y attarder. Mais quand on mène une réforme en oubliant les réformes des pays voisins, ça ne peut pas prospérer. Donc il faut le faire relativement aux autres également. Ça, c'est très important. Oui, cher invité, là, nous venons de diagnostiquer déjà à travers ce constat des problèmes que rencontre l'économie nationale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour la relance de cette économie? Docteur Dagache. Merci beaucoup. La relance de l'économie passe déjà par sa diversification. Parce que nous avions au départ une économie qui focalisait son espoir sur les ressources pétrolières. Or, les ressources pétrolières sont un peu volatiles et obéissent également aux caprices des cours du prix du baril sur le marché international. De nos jours, je crois que les recommandations au niveau du DENIS étaient axées beaucoup plus vers la diversification de l'économie sur des secteurs également porteurs. Et vous conviendrez avec moi que les principales mamelles de notre économie reposent sur le secteur agro-silvo-pastoral. Et dans cette optique, des efforts louables avaient également été déployés, surtout du DENIS à nos jours. D'abord sur le plan pastoral, en plus des efforts et de l'appui également du PRAPS au niveau du ministère de l'élevage, nous avons également l'abattoir de Mundou. C'est-à-dire, vous faites la relance de l'économie à travers le secteur de l'élevage. Tout à fait, l'élevage et même le secteur de l'agriculture. Oui. Et s'agissant du secteur de l'agriculture, nous sommes l'un des rares pays au niveau de la sous-région qui dispose quand même d'une législation alléchante. Parce que l'agriculture occupe d'abord presque 40% du PIB et tout est pratiquement défiscalisé avec la mise à disposition également des tracteurs à des prix que les économistes qualifient des prix marchands. Tous ces facteurs réunis, je crois que peuvent déjà concourir à faire en sorte que l'agriculture en elle-même puisse booster également l'économie, notamment les polders. Quand on prend les polders du lac Tchad, la mécanisation de l'agriculture et également la mise en valeur également de l'élevage. J'ai pris également le cas de l'abattoir de Mundou, qui est déjà opérationnel et qui a commencé déjà à exporter la viande made in Tchad. Cela crée non seulement de la valeur, et également des devises assez importantes susceptibles également d'améliorer non seulement la balance commerciale, mais également la balance des paiements. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la diversification, à la relance de l'économie qui passe nécessairement et indubitablement par sa diversification. Merci. Oui, il a parlé de l'élevage et de l'agriculture comme voie permettant de participer à la relance de l'économie. En dehors de ces deux voies de l'élevage et de l'agriculture, est-ce qu'il y a encore d'autres pistes de solutions pour la relance, par exemple, de l'économie tchadienne? Il y a plusieurs pistes, bien évidemment. Dans une économie, tous les secteurs sont importants, quoique certaines dotations peuvent nous permettre d'aller plus vite et sur certains secteurs plus lentement. Le secteur, par exemple, de TIC, les nouvelles technologies de communication, quand même, c'est un outil très important qui a permis quand même différents pays de développer une capacité opérationnelle telle que ils ont porté véritablement l'économie vers... tout ça, il faut le mettre dans un chantier où la formation puisse être à même d'accompagner les jeunes à être beaucoup plus opérationnels. Quand il y a autant d'opportunités, par exemple dans le secteur des TIC, et que vous voyez que les jeunes qui ont la capacité d'opérer dans ce domaine et qui demandent de l'emploi, alors que l'emploi n'est pas simplement la fonction publique. Il faut que les jeunes aient la capacité d'œuvrer pour eux-mêmes et donc de développer leurs propres projets. Donc les TIC, quand même... Est-ce que ces jeunes ont d'abord une base ? Oui, mais le fait est que... Un capital ? Le fait est que vous savez que dans l'histoire de l'économie moderne, en fait, quand vous voyez l'économie moderne, c'est que la plupart de ceux qui ont conçu les projets qui ont été les plus grands projets porteurs, les plus grandes entreprises multinationales, ont été conçus par les étudiants alors qu'ils étaient à l'université. Donc, le fait de dire que quand on a une vision, une intelligence, il ne faut pas minimiser tout ça. Parce que d'abord, il faut une idée avant de chercher les moyens. Mais quand vous cherchez le moyen, avant
de penser à une idée, c'est que vous mettez la charrue avant le bœuf et ça ne peut pas prospérer. Donc il y a beaucoup de secteurs, comme il l'a dit, qui sont portés. Par exemple, le secteur minier. Moi, quand au Tchad, on arrive à obtenir de l'or en exploitant à main nue, quand on industrialise ce projet, je crois que les initiatives prises par le chef de l'État récemment peuvent concourir, je crois, dans les années à venir, à avoir des partenariats avec des grandes entreprises minières étrangères pour que les mines soient exploitées. Beaucoup de pays de la sous-région, par exemple, ou même en Afrique de l'Ouest, qui ont des revenus qui dépassent les 1-2 milliards de dollars par an. Rien que, même au Soudan, juste à côté, avant les événements au Soudan, ça rapporte plus de 2 milliards de dollars. Donc quand on exploitera cela, je crois, avec le pétrole, parce que le risque était que quand tout le monde se rue vers le pétrole, ça crée une déstructuration de notre économie. Donc il faut que les gens, chacun reste dans son secteur clé d'activité, que l'État arrive à les maintenir et ensuite permettre à ce que les initiatives de l'État puissent aider tous les secteurs à se développer en même temps. Si on privilégie, je crois, un secteur au détriment des autres, on crée un certain déséquilibre interne et ce n'est pas un bon choix. Mais je crois que toutes les initiatives qui sont en cours vont dans le sens de, d'abord au niveau du pétrole, vous avez vu que le Tchad a nationalisé déjà certaines activités des entreprises pétrolières, donc ça va booster les recettes de l'État à ce niveau. Les activités minières vont venir ensuite. Il l'a dit tout à l'heure, au niveau du secteur agricole, tout ça, là, il faut... Parce que vous savez que la partie développement agricole, élevage et agricole, les deux entretiennent pratiquement 60% de la population tchadienne en termes de conditions de vie. Donc il faut que ce secteur soit quand même bien entretenu par l'État pour que ça puisse donner le résultat escompté. D'accord. Vous avez encore d'autres éléments à ajouter par rapport à ce que le docteur Sénoussi vient de relever? Je pense que tout ce que je pourrais dire, c'est que les recommandations et la mise en œuvre de ce qui a été décidé au DENIS concourent à donner également un coup de fouet à notre économie. Et j'avais également occulté également un aspect très important, les infrastructures. Vous savez, là où passe la route, le développement suit. Malheureusement, on n'a pas de route. Les routes, je crois que les efforts sont en train d'être consentis. Aujourd'hui, quand vous circulez au centre-ville, vous avez vu les efforts qui ont été vus et ces efforts doivent être étendus un peu partout, sur l'ensemble du territoire national, pour faire en sorte que vraiment les marchandises puissent être convoyées de part et d'autre, à même de générer également des devises assez importantes. Donc ça, c'est également un aspect. Et de deux, nous avons également le Code des investissements, qui est également transcrit dans le corpus législatif interne. Ça, c'est le cadre juridique. Le cadre juridique. Et le cadre juridique également milite en faveur également de la diversification de l'économie et fait en sorte que vraiment les entreprises puissent quand même aisément venir implanter. Aujourd'hui, quand une personne crée déjà son entreprise, d'abord si ça aurait été une grande entreprise qui exerce dans le domaine des télécoms, dans le domaine éducatif, et ainsi de suite, il y a quand même un certain nombre d'avantages qui lui sont accordés. Au-delà de ça, les dépenses qui sont injectées peuvent également être admises dans les charges d'exploitation. Vous savez, ça c'est quelque chose, c'est une spécificité tchadienne. Mais quelquefois on trouve que le cadre juridique est contraignant. Non, le cadre juridique, le problème c'est que les gens pensent que l'environnement n'est pas tellement propice et les quelques problèmes qui assaillent le sort même de notre économie sont en train d'être jugulés au fur et à mesure par la mise en œuvre des recommandations du DENIS. Quand vous prenez par exemple, il y a déjà, quand on essaie de voir, récemment, un cours déjà a été donné au niveau de l'école de police. C'est juste pour vous dire que c'est sur les droits de l'homme, le civisme, ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est des avancées notables et significatives qui concourent également à un renouveau. Et cela passe également par la formation qui doit être donnée aux hommes en tenue. C'est quelque chose de tellement important. Et au-delà de ça, je crois que sur tous les domaines, surtout qui concernent l'aspect économique, les indicateurs sont pratiquement au vert.
Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Oui, les indicateurs sont au vert. Ce sont les propos de Dr Dagache. Docteur Senoussi, un an après la tenue du dialogue national inclusif et souverain, s'il faut parler d'un bilan à mi-parcours, où en sommes-nous avec ces différentes résolutions et recommandations issues du dialogue? Est-ce que vous êtes satisfait de la mise en œuvre de ces différentes résolutions et recommandations du DENIS? Vous savez, les données statistiques sont claires. Le ministre secrétaire général du gouvernement l'avait produit une fois lors d'un point de presse, je crois. Autour de 30% des recommandations, de l'ensemble des recommandations sont déjà mises en œuvre. Autour de 56-57% sont en cours de mise en œuvre. Donc ça fait en tout autour de 70%, je crois, 70% ou 75% qui sont soit mises en œuvre ou en cours d'être mises en œuvre. Ce qui resterait éventuellement, c'est autour de 20-25%. Cela n'a pas été entamé parce que bloqué déjà par différentes initiatives qui dépendent par exemple de la Constitution. Il faut la Constitution pour mettre en place les institutions, etc. Mais il faut rappeler également dans ce chantier déjà la mise en place de l'autorité en charge de la lutte contre la corruption qui remplace déjà l'inspection générale d'État, dont les textes sont déjà fin prêts, avec les textes d'application qu'on est en train de finaliser dans les jours à venir. Donc ce sont des outils qui vont améliorer la gouvernance. Vous savez que quand, dans une économie qui commence à se relancer, mon cher Dagache l'a dit tout à l'heure, quand tout est au vert, ça veut dire que l'économie commence par fonctionner mieux. Donc c'est-à-dire que les recettes publiques arrivent à satisfaire au moins un besoin quelconque lié un peu aux investissements. Et quand l'activité économique commence dans ce sens-là, il y a des risques de déperdition des ressources. Donc il faut mettre des alertes et des mécanismes veille pour surveiller, pour qu'il n'y ait pas de détournement des ressources publiques, pour que les gens n'utilisent pas ces ressources publiques à des fins personnelles. D'où la mise en place de cette autorité qui bientôt va être opérationnelle et donc va aider à booster le pays. Ce qu'il faut retenir, je crois, au-delà de ces recommandations, vous savez, les recommandations et résolutions sont utiles. Mais je crois qu'il faut rappeler également la volonté politique ferme du chef de l'État qui a souvent dit il faut aller vers le sens de l'apaisement de la vie publique et ensuite satisfaire les besoins des citoyens. Et je crois que ces deux slogans, améliorer le cadre de vie des citoyens par l'énergie, par les infrastructures de base, par la création de l'emploi, par une école performante, par la santé, etc., etc. Tout cela, ce sont des politiques sectorielles qui vont aider l'économie. L'économie n'est pas abstraite. Elle dépend de tous les secteurs d'activité et elle crée des effets induits. Quand vous commencez par mettre en place une activité, elle en crée une autre, etc., etc. Et donc, notre économie va commencer, je crois, et il était question que tous les acteurs puissent aider, surtout, et ça on ne l'a pas souvent relevé, je crois, par mettre un peu le secteur privé au cœur de la relance économique. Parce que vous savez que ce que l'État fait, l'État ne peut faire qu'en termes de régulation. Or, ce qui est les acteurs opérationnels sur le plan de l'économie, ce sont les acteurs privés, d'où l'opérationnalisation de la structure en charge des climats des affaires au niveau de la présidence de la République et de l'Observatoire. Ce sont des institutions, mais je crois qu'il y a d'autres outils qu'il faut mettre en place pour que le secteur privé véritablement soit au cœur du développement et de la croissance économique. D'accord. C'est ça l'idée. Voilà. Que peut-on retenir de la mise en œuvre de ces différentes résolutions après un an pour avoir participé au dialogue national inclusif et souverain, Dr Dagache? Merci. Pour répondre à cette question, je voudrais, de manière plus succincte, parce que là le temps nous prend aussi à la gorge. Je voudrais d'abord citer les perspectives économiques de la BAD qui fixe d'abord le taux de croissance à 2,4% du PIB en 2022. Mais en 2024, nous avons projeté un taux de croissance de 5,5%. C'est dire qu'il y a quand même des embellis. Mais notre vœu est que cette croissance inclusive puisse avoir des effets à même d'être ressentis sur le panier de la ménagère. Donc l'amélioration des conditions de vie passe également par la question également énergétique qui aujourd'hui préoccupe le commun des Tchadiens. Et ces problèmes, on ose espérer qu'il y aura également une solution qui sera trouvée et
nous nous réjouissons du fait que, d'abord, au niveau du CTA, sous la conduite du ministre secrétaire général, Ali Kichoua, je crois que tout ce qui est décidé est exécuté parce que le chef de l'État en est le garant. Donc, il y a quand même des perspectives qui sont tellement radieuses. Donc, pourvu qu'il y ait un suivi méticuleux. Merci. D'accord. Peut-être votre dernier mot de fin par rapport à cette thématique assez édifiante dans le cadre de la relance de l'économie tchadienne. Oui, vous avez quelques secondes? En fait, il y avait Raymond Barre, l'ancien Premier ministre français, qui disait que l'économie, c'est la gestion de la chose rare. C'est tout ce qui est rare qu'il faut bien... Alors, notre économie a besoin quand même d'un certain nombre d'articulations. Articulations en termes de la poursuite de manière dynamique des réformes entamées déjà au niveau des finances publiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut également booster le financement de l'économie par le financement public et le financement privé. Mettre le secteur privé au cœur de toutes les réformes, donc pour que le privé véritablement assure l'activité économique et donner donc la chance à ce que les investisseurs étrangers viennent au Tchad. Vous savez qu'on ne peut pas répondre aux besoins de notre économie au travers les acteurs économiques nationaux. Donc ouvrir le Tchad en créant les conditions les plus favorables possibles pour que les étrangers puissent venir s'installer très facilement et ça créerait de l'emploi pour les jeunes. Et qui dit emploi dit de l'impôt pour les finances publiques et qui dit impôt dit des ressources supplémentaires pour le financement des projets et programmes au niveau de notre économie. Donc comme ça, on peut relancer, mais je crois que tout est mis en œuvre et on espérera que d'ici la fin de la transition, le bilan qu'on fera, avec vous j'espère, nous permettra donc de donner un bilan définitif de la transition à la lumière de la mise en œuvre effective un peu des résolutions qui ont été citées au titre de la relance économique. Inch'Allah, on fera ces bilans. Okay, oui, Inch'Allah, on fera ces bilans. Alors, quelques secondes aussi pour vous, avant de quitter ce plateau. Je pense que la mise en œuvre cohérente des recommandations et des résolutions du dialogue national inclusif au plan économique conçu à n'en point douter notre souci au quotidien et c'est également l'affaire de tout le monde. Le CTA a également amorcé une vitesse de croisière à travers la vulgarisation. Et cette vulgarisation passe également par le concours de tout le monde, y compris les médias, qui doivent également relayer de façon à ce que le Tchadien qui se trouve dans les villages profonds puisse quand même ressentir les effets de ces réformes qui sont entreprises. Donc voilà ce que je pourrais dire. Et mon mot de fin, c'est d'inviter les Tchadiens beaucoup plus à l'amour de la patrie. Également, il faudrait que les discours de haine sur les réseaux sociaux cessent et que les acteurs se déchaînent pour veiller à faire en sorte que vraiment notre économie puisse quand même aller sur le sentier de la croissance et partant de l'émergence du Tchad. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Voilà, merci cher invité. L'ONAMA, la Télé Tchad tient infiniment à vous remercier d'avoir répondu promptement à ces sollicitations. Nous espérons toujours vous revoir toujours ici sur le plateau de l'ONAMA pour d'autres thématiques. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Korom Assil Dagash, président national du mouvement citoyen Notre Tchad et membre du comité d'appui en charge de la mise en œuvre des résolutions du DENIS, et Senoussi Mahamat Ali, directeur général de l'École nationale de formation judiciaire et président du sous-comité chargé de la gouvernance et de l'état de droit. Il était question au cours de cet entretien de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. Au revoir. Merci.